Bienvenue au deuxième épisode de La Pause Frayeur. Et surtout, bonne pause. Sans plus tarder, je sors le film de la semaine et... On regarde derrière la pochette. Satan Little Helper, 2004. Un jeune homme naïf devient le complice involontaire d'un tueur en série le week-end d'Halloween. D'une durée d'1h36, le film fut écrit et réalisé par Jeff Lindberman, avec la musique de David Horowitz et une cinématographie de Dejan Djordjevic. Les effets spéciaux ont été faits par Angela Gallagher et Anthony Pepe. Le film met en vedette Alexander Brickell dans le rôle de Douglas Dougie Woolley. Sa sœur Jenna et son copain Alex sont interprétés par Kathleen Warnick et Stephen Graham respectivement. Pour leur part, Amanda Plummer et Wash Steven jouent les rôles des parents de Dougie et Jenna, soit Meryl et Dean Woolley. Finalement, donnant vie au Satan Man, nous avons Joshua Annex. Une femme, un film, un scalpel. Avant de parler du film, je vais vous faire une petite confidence ici. J'étais un gros fan de ces petits films indépendants avec beaucoup de personnalité. Tu sais, les films un petit peu imparfaits, mais qui dégagent quelque chose de différent. Comme ça, on pouvait voir la passion de l'équipe pour leur projet juste en écoutant le film. En plus de ça, ceux qui me connaissent le savent, j'ai un sens de l'humour assez particulier parfois. Donc, si je prends en considération ces deux choses-là, Satan Little Helper est un candidat idéal pour me plaire. En effet, on parle ici d'une comédie d'horreur noire et satirique, tournée pour moins d'1 million de dollars US, ce qui est vraiment pas beaucoup pour une production cinématographique, et ce, même en 2004. Pour la majorité du film, on suit Dougie, un jeune garçon de 9 ans qui semble être solitaire et introverti. Il est totalement obsédé par le jeu vidéo Satan Little Helper que son père lui avait acheté quelque temps plus tôt. D'ailleurs, pour Halloween, il est déguisé à l'image du personnage principal du jeu. En parlant de la fête automnale, celle-ci est au centre même du film. On y voit toutes les traditions et coutumes habituelles, les décorations extérieures, les collectes de bonbons, les fêtes costumées. Ce qui habituellement est un signe de réjouissance devient le terrain de jeu d'un tueur en série mystérieux et très actif. L'idée de se faire dérouler un film durant la fête d'Halloween est vraiment pas nouvelle, mais ici elle est utilisée à merveille. C'est un parfait petit film à ajouter à tout ce Une autre chose que j'aime vraiment de ce film-là, c'est que c'est presque un huis clos. En effet, l'action se déroule dans une petite communauté insulaire isolée du reste du monde. Donc, quand les personnages principaux finissent par comprendre ce qui se passe, c'est tardivement, mettons, leurs ressources pour s'en sortir sont assez limitées. Justement, je me dois ici d'emmener un des points les plus faibles du film, soit l'idiotie des adultes dans la vie de Dougie. Qu'un enfant de 9 ans voit pas la différence entre la fiction et la réalité due à son obsession pour un jeu vidéo, c'est déjà tiré par les cheveux. Encore plus que le jeu vidéo étant avec un niveau graphique vraiment basique, là, de l'animation flash tout au plus. Mais que sa mère, sa sœur, se rendent compte de rien avant qu'il soit vraiment trop tard, c'est non seulement irréaliste, mais c'est littéralement stupide. Le personnage de Meryl a beau être montré comme la maman cool avec un vivre et laisser vivre, là on pousse un peu trop loin là. Elle est facilement l'adulte le moins responsable et crédible de l'univers. Cependant, où ce que je trouve que ça frappe encore plus, c'est dans le rôle de Jenna. Elle est représentée comme une grande sœur éduquée responsable qui revient à la maison pour fêter Halloween en famille. Elle prend le contrôle des événements puis de la maison, mais, attention, petit spoiler ici, elle malgré tout est capable de constater que c'est pas son chum sous le masque, mais bel et bien un inconnu. T'sais, pour quelques secondes, ok, mais là c'est totalement invraisemblable, là. C'est joué comme étant un élément comique dans le film, mais je peux concevoir que pour certains, ça sera un point de rupture dans leur appréciation du film. Des fois, trop, c'est comme pas assez. Heureusement, tout n'est pas négatif ici. Loin de là. Premièrement, il y a la prémisse. On voit une grande partie du film à travers les yeux de Dougie. L'impossibilité des situations est jouée du côté humour et ça permet à des meurtres assez crus ou immoraux de ne pas tomber dans le gore ou le dérangeant.
Le mix d'humour et d'horreur fonctionne très bien si on se laisse aller à l'absurdité du film et qu'on se met dans la peau de Dewey. Le tueur, appelé officiellement Satan Man, joué avec éclat par Joshua Annex, est parfait ici. Le masque puis le jeu de mime de Joshua volent le show de sa première apparition jusqu'à la fin du film. Sans avoir besoin de parler puis avec un visage fixe derrière le masque, Satan Man réussit quand même à être super expressif dans son jeu. Encore une fois ici, il y a certaines de ses décisions qui semblent illogiques, mais dans l'ensemble, sa présence suffit à captiver l'attention du téléspectateur. En parlant de Satan Man, ses crimes sont parfaitement alignés avec le personnage. Les différents meurtres sont souvent gratuits et violents. De plus, on pousse l'audace en variant les victimes. Jeunes, vieux, femmes enceintes et même un chat. Pour Satan Man, pas de motif, pas de quête vengeresse. Ces meurtres semblent aléatoires et totalement gratuits. Personne n'est sain et sauf. Le manque d'explications sur les motifs ou l'identité du tueur est aussi pour moi un point fort du film. Pas de flashback ou de dévoilement spectaculaire tiré par les cheveux dans le dernier acte. On nous donne une piste possible, mais elle semble être plus pour nous emmener à chercher quelque chose d'inexistant qu'un véritable indice sur l'identité du tueur. Le dernier acte du film, lorsque la famille se sait finalement en danger, change un peu le tempo et revient au rythme des slashers réguliers. Le tueur hausse son jeu en tuant plus de victimes. Il y a des scènes de poursuite. Jenna, elle, joue de plus en plus l'archétype de la Final Girl. Les diversions et les retournements de situation s'enchaînent, les uns après les autres. On y voit même une apparition fort importante de Jésus. Doogie est à son summum d'imbécilité ici. Fait relativement comique, cette scène a créé plus de controverses et de commentaires négatifs de la part des internautes que n'importe quelle des atrocités commises par le tueur. Personnellement, ça en dit long sur la morale de notre société, là. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Avec ce caméo plutôt hors norme, Satan Little Helper confirme son côté irrévérencieux où rien ni personne n'est à l'abri. Pour ce qui est de la fin du film, sa fin ouverte est selon moi la parfaite conclusion pour l'histoire. Encore une fois, pas d'explication bâclée ou d'acte d'héroïsme sorti de nulle part. Doogie est aussi clueless que durant tout le reste du film. C'est noir, c'est macabre, c'est parfait ainsi. Comme pour le reste du film, il n'y a pas de pourquoi, il y a juste du comment. Les frayeurs. La scène qui a fait le plus réagir et qui distingue Satan Little Helper des autres films du même style est sans l'ombre d'un doute. Spoilers! Spoilers! 5, 4, 3, 2, 1. Vous allez être divulgâché, vous êtes avertis. La scène du panier d'épicerie. En effet, c'est là où l'escalade de la violence prend vraiment son envol. Doogie, en pensant que c'est un jeu, prend plaisir à choisir les victimes de Satan Man en passant de la femme enceinte au carrosse de bébé, puis à l'homme aveugle, se réjouissant après chaque assaut et en criant avec excitation les points qu'ils viennent de ramasser selon sa vision fortement écartée de la réalité. Le tueur, ayant trouvé le parfait complice, joue le jeu et semble s'éclater de la facilité avec laquelle il est à même d'enchaîner les victimes. Le mélange d'effets comiques, de la naïveté de Doogie et de l'atrocité du choix des victimes rend cette scène à la fois hilarante et déconcertante. Le réalisateur met un focus sur le côté jeu de la scène, mais en réalité, il n'y a aucune limite dans la cruauté des victimes choisies. Is all that stuff to take people up, kill them, and spill their guts out? Awesome! A pregnant baby! Bonus point! Jusque dans les... Avant de conclure, laissez-moi ici vous donner quelques faits divers sur le film. Le dernier acte, avec les fréquents changements de costume, est un hommage à Terror Train de 1980. Même si le film semble être localisé dans une petite ville insulaire isolée, il fut filmé dans plusieurs endroits différents de l'État de New York, mais aussi dans l'État du Maine et du Connecticut. Le film remporta l'Anneau d'or en 2005 au Festival de films d'horreur de Ravenna, en Italie. Jeff Lederman a eu l'idée du film après une rencontre déconcertante avec un homme déguisé en gorille qui ne parlait pas à une soirée organisée pour son anniversaire. Le film fut entièrement filmé avec une caméra Sony Cine Alta, une caméra digitale faite pour reproduire l'aspect des caméras 35 mm classiques. Dans mon carnet noir. Sur le choc au peintre.
Satan Little Emperor fait monter la pression à 0.5 sur 5 pour le sexe et la nudité, et ce, même avec le costume de Jenna à la fin du film. À 3.5 sur 5 pour la violence, à 2.5 sur 5 pour le gore et le sang, 1.5 sur 5 pour la présence de drogue, alcool et langage enduré, et à 0.5 sur 5 pour peur, terreur et trauma. Par contre, je vais rajouter ici un 4.5 sur 5 pour sourire et rire inopportun. Satan Little Helper, pour son côté de comédie satirique noire, un petit peu gore, pour son côté irrévérencieux, son aspect film cheap bien fait, et pour son tueur vraiment cool, se mérite un 5.5 sur 10. Et comme le disait si bien Jenna, You're really into this, aren't you? réflexion dans le noir. Avant de vous quitter, je voulais vous parler d'un aspect du film que j'ai volontairement omis de mentionner jusqu'à maintenant. Certains critiques parlent du message montré dans le film comme quoi les jeux vidéo sont néfastes pour les enfants. Ils sont responsables du manque de connexion à la réalité montrée par Doogie. Personnellement, je suis totalement en désaccord avec cette vision. Je suis un Gen X. J'ai été élevé sans réelle restriction télévisuelle et comme la grande majorité des gens de mon âge, ça n'a pas fait de moi un maniaque déconnecté du réel. Si on veut y aller d'une analyse en profondeur de la psyché de Doogie et que nous soustrayons le fait que ça a été incorporé pour provoquer le rire, il serait beaucoup plus probable que Doogie ait un petit quelque chose au niveau du développement cognitif. Parce que même accro, un enfant de 9 ans connaît la différence entre la fiction et la réalité dans la grande majorité des cas. En plus, le jeu montré dans le film est d'une qualité vraiment médiocre. Je pense même que le réalisateur a fait ça volontairement pour montrer l'absurdité de la situation. Doogie, c'est un instrument pour la trame comique du film. Rien de plus, rien de moins. Le film aurait pu se la jouer sérieux et être noyé dans l'océan des slashers à petit budget déjà existants. Mais en choisissant cette route, il se démasque et peut même pousser l'enveloppe un petit peu plus loin. Mais on aime ça désigner des coupables, même fictifs, pour tenter de déculpabiliser lorsque quelque chose d'atroce arrive autour de nous. Cela conclut le 2e épisode de la pause frayeur. Je crois malheureusement qu'il est temps pour vous de reprendre le boulot. On se revoit à la prochaine pause. Le temps est écoulé. La pause est terminée. Temps pour vous de retourner à cette plate normalité. Du moins, jusqu'à la prochaine pause.